Et notre invitée politique ce matin, c'est Aurélie Trouvé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, députée La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On va évidemment parler de la réforme des retraites, puisque c'est un sujet que vous suivez tout particulièrement à l'Assemblée nationale pour votre groupe. Elisabeth Borne, qui a donc fait hier un long exercice de pédagogie sur sa réforme, elle la juge indispensable et elle a fait quelques ouvertures. On va y venir. Qu'est-ce que vous avez pensé hier soir de cette interview d'Elisabeth Borne ? Rien de neuf sous le soleil, alors même qu'on a 80% des Français, ça ne fait qu'augmenter, qui sont contre cette réforme, la totalité des syndicats de salariés, alors que nous avions 2 800 000 personnes dans la rue, selon les syndicats, en tout cas énormément de personnes dans la rue, et la colère monte, parce que tous les chiffres sont en augmentation dans les manifestations. On a aussi des centaines d'établissements scolaires, des facs qui sont mobilisés. Donc les jeunes aussi sont très mobilisés parce qu'ils voient que ça va avoir des conséquences non seulement sur leurs parents, mais sur eux directement, parce que cette réforme va produire du chômage et ils le comprennent bien. Donc malgré tout cela, elle reste droite dans ses bottes et allons-y gaiement dans cette réforme qui a des conséquences, je dirais, des conséquences même funestes, puisque l'on sait que c'est... je retiens surtout ce chiffre, 15 000 personnes supplémentaires qui ne verront pas la retraite, qui seront mortes avant le départ en retraite si on décale de 2 ans l'âge moyen de départ en retraite. Alors, elle dit pas qu'elle y va gaiement, en tout cas, mais elle dit que si on ne fait pas cette réforme, le système par répartition est menacé. Vous n'entendez pas cet argument ? Alors, il est faux. D'ailleurs, le président du corps, du Conseil d'orientation des retraites lui-même, dit que les dépenses sont maîtrisées. D'ailleurs, c'est dit même dans le rapport du corps. Alors, il dit que les dépenses sont maîtrisées, mais que les retraités futurs n'auront pas le même niveau de vie que les retraités actuels. Alors, ça veut dire clairement une baisse des pensions. En fait, ce qu'il y a dans le rapport du corps, c'est ce qui est prévu, c'est à peu près, sur le long terme, sur 25 ans, 10 milliards d'euros de déficit par an. Il faut relativiser ces 10 milliards d'euros et il faut regarder à quoi ça correspond. En fait, ce sont des choix politiques, c'est-à-dire c'est ce que l'État accepte de mettre dans le pot commun pour les retraités. Or, aujourd'hui, il est prévu que l'État réduise sa contribution à terme. Et ça, c'est tout à fait anormal, alors même que le nombre de retraités va augmenter par rapport au nombre d'actifs. Nous, ce que nous demandons et ce que nous proposons à travers tous nos amendements, notamment sur les 6 premiers articles, c'est d'avoir d'autres solutions. Et il y a plein d'autres solutions possibles. En fait, le gouvernement a choisi la solution la plus injuste qui soit, c'est-à-dire de reporter de 2 ans l'âge de départ légal à la retraite. Vous le dites vous-même, le nombre de retraités va augmenter par rapport au nombre d'actifs. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Est-ce que le système par répartition est tenable avec des pensions égales ? Ça veut dire qu'il faut que l'État, d'abord, compense ce qui est réduit à terme, puisqu'il va y avoir notamment moins de fonctionnaires, donc moins de contributions des fonctionnaires, moins de contributions de l'État, donc dans le système des retraites. Et ça n'est pas normal. Il faut que l'État compense. Or, comment il peut le compenser ? En mettant un peu plus sur la table. Et ça n'est rien, 10 milliards d'euros, quand on voit la richesse des ultra-riches exploser. Oxfam l'a mis en avant. 2% de taxes ou de ponctions sur la fortune des 43 milliardaires de France, ça permet de compenser ces 10 milliards d'euros. Il y a d'autres solutions, par exemple les dividendes du CAC 40, qui sont à un niveau historique, à 80 milliards d'euros par an. Il suffirait d'aller ponctionner 10% de ces 80 milliards d'euros pour quasiment compenser le déficit. On pourrait aussi... Vous le savez, Aurélie Trouvé, c'est pas 10 milliards d'euros et après circuler, il n'y a rien à voir. Non, tous les ans, bien sûr. Chaque année, mais quand je vous parle de mettre à contribution les dividendes du CAC 40, c'est chaque année qu'on pourrait effectivement les mettre à contribution. Pourquoi les revenus financiers ne sont pas mis à contribution pour cotiser au système ? Donc là aussi, c'est une question. Et puis, je rappelle aussi que le gouvernement vient de décider la suppression de ce qu'on appelle la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui va d'abord, avant tout, vers les très grandes entreprises. Cette CVAE, il y en a pour 8 milliards d'euros par an. Donc vous voyez, ce sont des choix politiques. Les choix politiques faits depuis 6 ans par ce gouvernement, et c'est ça qui ne passe pas auprès des Français, c'est que ce sont avant tout des cadeaux fiscaux et des cadeaux aux plus riches. Voilà. Et que à l'inverse, on pénalise
les retraités. Comme d'ailleurs, on a pénalisé les chômeurs très récemment avec une assurance chômage qui a diminué leurs indemnités. C'est toujours les mêmes qui payent. Le gouvernement dit l'inverse, dit que si on ne sauve pas le système par répartition, ce sont les Français les plus modestes qui paieront. Parce que les Français les plus riches, ils ont les moyens de créer un patrimoine, de se créer une retraite, d'économiser durant leur vie pour se payer leur retraite après. Vous l'entendez, cet argument ? Mais alors ça, c'est d'abord totalement faux parce que cette réforme est extrêmement injuste. Elle va en fait s'en prendre aux plus précaires, à ceux qui d'abord commencent leur carrière le plus tôt, puisque c'est ceux qui ont commencé à 20 ans, qui pouvaient espérer partir à 62 ans et qui finiront par partir à 64. Donc c'est eux qui se prennent 2 ans ferme de travail en plus à des âges où on est épuisé par des travaux extrêmement pénibles. Voilà, c'est eux. C'est aussi les femmes, c'est mon cas, qui avaient pu avoir des trimestres en plus et qui pouvaient espérer partir à 62 et qui se prendront 2 ans ferme. Voilà. Ces gens qui se prennent les 2 ans ferme, ce sont les femmes qui ont eu des enfants qui bénéficient des trimestres, ce sont ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, et c'est tous les Français par ailleurs, il faut le rappeler, puisque même les carrières les plus pénibles, ou les aides-soignants, etc., qui ont aussi des dispositifs de départ un peu plus tôt, voilà, ou les pompiers, par exemple, ou les égoutiers de Paris, eux aussi se prendront les 2 ans ferme. Alors, justement, sur les carrières longues, Elisabeth Borne, hier soir, a promis un débat. Elle a dit, oui, je suis ouverte à un débat sur les carrières longues. Est-ce que vous êtes satisfaite ? Et comment vous allez le mener, ce débat au Parlement sur les carrières longues ? Elle n'a rien proposé de concret, donc mettez-le sur la table. Bon, ça, c'est la première chose. Elle a dit qu'elle était ouverte au débat sur les 44 annuités, sur les Français qui sont obligés de... Ouvert au débat. Ouvert au débat. Elle ferme pas la porte, par exemple, sur les 64 ans, elle dit que c'est pas négociable. Mais ça ne veut rien dire, ouvert au débat, d'abord. Ensuite, je rappelle que tout ce qu'ils mettent en avant est de l'intox, puisque tout vise à détériorer en fait la condition actuelle des travailleurs et de leur départ en retraite. Toutes les situations mènent à une détérioration, en réalité. Donc, y compris sur les carrières longues, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous commencez à travailler à 18 ans, eh bien, vous avez des dispositifs pour partir un peu plus tôt, et là, ce sera empiré. Les seuls qui peuvent espérer le statu quo, c'est ceux qui commencent à 16 ans. Ça concernera, dans 10 ans, 300 personnes par an. Donc franchement, ils sont en train de nous dire, vous inquiétez pas, il va pas y avoir de détérioration pour 300 personnes par an. Alors, quand tous les autres... Il y a aussi, par exemple, les femmes sur les pensions minimum. Il y a aussi beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne touchent pas une pension minimum à 85% du SMIC, même en ayant une carrière complète. Est-ce que vous reconnaissez que pour ces personnes-là, par exemple, la situation va quand même s'améliorer ? Alors, est-ce que vous parlez des 1 200 € minimum ? Donc, je vais parler des 1 200 euros. Alors, ça y est, ils en parlent déjà un peu moins parce qu'ils ont compris quand même que c'était vraiment gonflé. Donc, ces fameux 1 200 €, c'est pour une carrière complète. 50% des femmes n'ont pas de carrière complète, elles ont des carrières hachées, donc ça ne concerne déjà que 50% des femmes. Ensuite, cette loi en fait existe depuis 2003, sauf qu'elle n'est pas mise en œuvre. Donc, en fait, ils n'inventent rien. Non, mais c'est déjà dans la loi. La gauche ne l'a pas mis en œuvre. C'est déjà. On le met en œuvre. Alors, excusez-moi, mais quand vous dites la gauche, il y a beaucoup de choses. C'est ce que. D'abord, nous ne réclamons pas de l'héritage des 50 François Hollande. D'ailleurs, nous sommes foncièrement contre la réforme Touraine et les 43 annuités au lieu des 42 annuités que vont subir avant tout les femmes. Donc, nous sommes pour une retraite à 60 ans et le fait d'avoir moins d'annuités nécessaires pour pouvoir partir en retraite. Une retraite à 60 ans tout de suite, ou c'est un maintien à 62 ans dans un premier temps et pour les 60 ans un peu plus tard, ou vous réclamez la retraite à 60 ans dès maintenant ? Nous réclamons la retraite à 60 ans comme elle a existé avant. C'est-à-dire qu'il y avait la retraite à 60 ans, il faut s'en souvenir, et qu'en fait nous avons eu depuis 20-30 ans toute une période de régression des droits sociaux, et que oui, maintenant nous disons, nous pouvons avec un pays qui est de plus en plus riche, au contraire, avoir du progrès social. Et le progrès social, c'est quoi ? Eh bien, c'est de pouvoir gagner mieux, alors qu'on est chacun de plus en plus productif dans notre travail, et puis chacun pouvoir travailler moins longtemps dans sa vie. Dans l'année, nous sommes pour la 6e semaine de congés payés, et dans la semaine, puisque nous sommes pour les 35 heures effectives. Elisabeth Borne a fait une autre ouverture hier soir sur l'index senior. Elle s'est dite favorable à des sanctions contre les entreprises qui ont de mauvaises pratiques en matière d'emploi des seniors. Vous les voteriez, ces sanctions ?
Alors, là aussi, moi, je me dis, tiens, c'est bizarre, puisqu'on vient de faire tout un débat en commission des affaires sociales, ils n'ont rien lâché. Pas un seul amendement. On en a proposé des amendements, des solutions constructives. Rien n'a été lâché par la minorité présidentielle. Rien. Donc, d'ailleurs. Donc là, vous êtes satisfaite de ce qu'a dit Elisabeth Borne hier soir, j'imagine. Mais ça veut dire quoi, des sanctions? On vient de faire les propositions en commission des affaires sociales, ils ont tout rejeté. Donc il y a les discours et il y a les actes. Je veux dire, il y a 24 heures, ils repoussaient tout ce qu'on proposait. Et alors, on en a proposé des façons de faire. Tout a été rejeté. C'est-à-dire tout ce qui pouvait un tout petit peu contraindre les grandes entreprises. Bon, donc voilà. Donc j'entends ce qu'elle dit, mais ensuite, eh bien, il aurait fallu du coup accepter nos amendements. Donc moi, je veux bien, mais il y a les discours et les actes. Voilà. Est-ce que vous pensez pouvoir faire bouger l'exécutif? Il y aura 9 jours d'examen. Ça commence lundi à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez pouvoir faire bouger l'exécutif avant la fin de l'examen de ce texte? Alors, je le dis, pour nous, ce qui ne va pas, c'est le cœur de la réforme. C'est l'article 7 et le report de 2 ans de l'âge de départ légal à la retraite. C'est ça que refusent et que repoussent tous les syndicats de salariés. Il y a une unité syndicale qui est historique. C'est ça que repoussent 80% des Français. Donc ils peuvent déguiser, parce que c'est ça tout l'art de ce gouvernement, c'est de nous faire des intox de l'enfumage et de nous dire alors ils nous sortent 10 000 dispositifs qui soi-disant viendraient compenser, qui ne compensent rien du tout, jusqu'à l'index des seniors qui est une vaste blague, qui est juste un index que viendraient afficher les plus grandes entreprises sans aucune contrainte sur elles, sans aucun effet coercitif. Donc je le dis, le cœur de la réforme, nous voulons le mettre à bas, c'est-à-dire ce report de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Donc ils pourront déguiser comme ils veulent le reste. C'est ça que nous voulons retirer. On va parler du débat à l'Assemblée, justement, puisque plus de 20 000 amendements ont été déposés, dont 18 000 pour la NUP et quasiment 13 000 pour la seule LFI. Pour 2 semaines de débat, 9 jours. Est-ce que vous n'êtes pas clairement dans l'obstruction parlementaire? Alors d'abord, l'obstruction parlementaire, c'est le gouvernement qui l'a produit. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un texte essentiel pour la vie des Français. Je dis bien que c'est pour la vie des Français, parce que ce n'est pas une histoire de temps de budget, etc. C'est qu'est-ce qu'on considère comme droit dans notre vie. Est-ce qu'on a droit, après une vie de travail acharné, à s'épuiser, etc. Parce que c'est ça, ça concerne d'abord ces travailleurs et ces travailleuses essentielles. Est-ce qu'on a le droit à une retraite heureuse? Est-ce que le temps de la retraite est-ce que c'est pas aussi une richesse pour nous? C'est-à-dire le fait de s'occuper de nos petits-enfants, le fait de pouvoir s'occuper d'associations, de mairies, et puis le fait aussi de pouvoir se reposer de toute cette vie de labeur. Voilà. Mais là, est-ce que vous dites on assume une stratégie d'obstruction parlementaire? Alors, donc, du coup, on a un gouvernement qui, pour un texte aussi essentiel pour nos vies, qui nous retire 2 ans de retraite, voilà, on a un gouvernement qui nous dit ça tiendra en hémicycle en quelques jours. Voilà. C'est-à-dire qu'en quelques jours, on est censé débattre de ce texte-là. Ça n'est pas possible de débattre d'un tel texte en quelques jours. Mais alors, il nous faut un 49.3. Vous avez provoqué ça en menaçant de déposer 75 000 amendements, ce qui aurait fait des mois de débat. Est-ce que c'est pas aussi ça qui a poussé le gouvernement à passer par le 47.1 ? Alors, d'abord, nous avons dit qu'effectivement, nous allions nous battre autant que possible contre ce texte. Ensuite, le gouvernement aurait pu choisir un débat parlementaire qui s'étale autant qu'il faut pour pouvoir débattre correctement de ce texte. De fait, qu'a voulu faire le gouvernement? Court-circuiter les mobilisations. Parce qu'ils savent très bien que les mobilisations ne vont faire que monter. Donc, il faut les couper. Voilà. Et donc, comment ils s'y prennent? Eh bien, par un débat parlementaire le plus court possible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils sont allés chercher au fin fond de la Constitution. Ils nous ont pris le 47.1, c'est-à-dire un 49.3 déguisé. C'est-à-dire, si au bout de 20 jours, jour pour jour, après la connaissance du texte, vous n'avez pas fini l'examen en Assemblée nationale, eh bien, automatiquement, il sera acté. Il va au Sénat. Mais enfin, c'est quoi cette démocratie c'est étouffer la démocratie parlementaire. Et après, ils sont gonflés quand même. Ils viennent nous dire que c'est nous qui pourrissons les débats, mais c'est eux qui bloquent les débats. Mais 13 000 amendements, Aurélie Trouvé, comment vous voulez avoir un débat avec 13 000 amendements? C'est-à-dire que tous les amendements ne sont pas des amendements sur le fond du texte. La plupart de ces amendements sont sur le fond du texte. Vous regarderez, à chaque fois, nous avons fait des propositions échelonnées pour espérer pouvoir faire bouger ce texte. Mais je le dis par ailleurs, nous battrons contre le cœur du texte, c'est-à-dire ce fameux article 7.
Voilà. On va y venir, mais juste, je voudrais vous faire réagir à un tweet de Marine Le Pen hier, lorsque vous avez déposé vos amendements. Je la cite: « En déposant des milliers d'amendements, la NUP va permettre au gouvernement de faire passer la réforme des retraites en première lecture. Sans vote, nous avions la possibilité de rejeter ce texte, mais leur stratégie stupide d'obstruction va nous en empêcher. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors déjà, je réponds au Rassemblement national que ça aurait été bien qu'il soit là dans les débats, puisque dès qu'on a commencé la commission des finances, il y avait 2 députés sur 11 du Rassemblement national. On ne les voyait pas. Je veux dire, ils sont pas dans les débats. Nous, je veux dire, en commission des affaires sociales, vous saviez qu'on on était entre 20 et 30 députés au lieu des... Enfin voilà, on est venu au maximum qu'on pouvait pour participer au débat, y compris au-delà des 10 commissaires, puisqu'on y a le droit, pour pouvoir justement être prêt et être affûté et pouvoir participer pleinement. Voilà, c'est notre choix. Nous sommes à fond dans la bataille parlementaire. Donc voilà, je leur réponds ça. Nous sommes dans le... Voilà, nous faisons notre travail parlementaire, nous. Et c'est-à-dire que nous avons déposé... Eux, ils ont déposé moins d'amendements que Renaissance, quoi. Enfin, la blague. Donc oui, d'abord, il nous fallait tous les amendements nécessaires pour rejeter ce qui est inacceptable et tous les amendements nécessaires pour dessiner un contre-projet. Parce que vous voyez bien que c'est énorme, la question des retraites. Sauf que du coup, en commission, ça s'est interrompu sans même que l'article 7, qui est l'article du report de l'âge, n'ait pu être examiné. Mais la faute de temps. Parce on a commencé lundi. Mais est-ce que du coup, craignez pas qu'il en soit de même en séance et que cet article 7 que vous voulez examiner, mais vous n'ayez pas le temps de l'examiner? Regardez, pour un texte aussi énorme, on a commencé lundi à 9h30, à 20h à mercredi, on nous a dit « Allez, ciao, au revoir ». Enfin, je veux dire, c'est qui bloque le débat parlementaire? Et après, on s'adresse à nous. Mais là, est-ce que vous ne craignez pas que si vous ne retirez pas un certain nombre de vos amendements, l'article 7 ne soit même pas examiné en séance? En fait, je suis désolée, on n'acceptera jamais ce blocage du débat parlementaire. C'est pas à nous de retirer nos amendements parce qu'on a un gouvernement qui utilise le 47.1, c'est-à-dire un 49.3 déguisé, et qui nous empêche d'avoir le temps nécessaire. C'est pas à nous. C'est au gouvernement de dire non pour un texte aussi essentiel pour les Français. 80% des Français s'y opposent. Il nous faut un véritable débat. Donc la question, elle est: pourquoi ce gouvernement a choisi? Pourquoi a-t-il choisi un 49.3 déguisé? Nous, on a la réponse. Parce qu'ils ont peur de la mobilisation dans la rue. Et ils ont raison d'ailleurs. Parce que le 7 et le 11 février, ce à quoi on s'attend, c'est énormément de monde dans la rue. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on a un gouvernement... Enfin, je veux dire, on est quand même dans un moment historique. Où c'est quand même dans l'histoire d'avoir un gouvernement et une réforme aussi impopulaire. C'est quand même historique. Et un gouvernement qui ne change rien. Hier soir, moi, franchement, j'ai regardé Elisabeth Borne, je me suis dit, quand même, ils vont un peu reculer. Rien. Donc, voilà. Vous voulez un référendum sur cette question de la réforme des retraites. Du coup, pourquoi ne pas voter la motion référendaire du Rassemblement national lundi? Alors, d'abord, nous contestons ce qui vient de se passer. L'usage veut que ce soit le groupe, les députés qui est les premiers à déposer la motion référendaire. Ça se fait comme ça, généralement. Eh bien, l'usage veut que ce soit cette motion référendaire qui soit votée d'abord. Voilà. C'est un peu flou, le règlement de l'Assemblée. Donc, c'est ce qui se fait, c'est l'usage. Voilà. La conférence des présidents et donc la présidence ont décidé quoi? Ont décidé, en fait, d'un tirage au sort, ce qui amène à avoir la motion référendaire du Rassemblement national. Je décrypte. La minorité présidentielle s'est choisie sa propre opposition, celle qui lui convient. C'est-à-dire cette opposition de pacotille qui est le Rassemblement national. Est-ce que vous avez déposé une autre motion référendaire? Exactement, parce qu'ils ont... Et on va faire en sorte que ce ne soit pas la motion référendaire du Rassemblement national qui soit déposée en premier lieu. Donc vous allez en déposer une nouvelle? Bien sûr, mais pourquoi ils ne veulent pas le gouvernement? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que cette motion référendaire soit majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'ils se sont débrouillés pour que ce soit celle du RN. Mais juste sur ce que vous allez faire. Vous allez en déposer une nouvelle? Et donc, vous demandez quoi? Un nouveau tirage au sort, tout à fait. Donc, ça sera ça lundi? Voilà. On espère. Voilà, c'est tout ce que c'est. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye d'avoir. Voilà. Comme le veut l'usage. Par ailleurs, normalement, l'usage aurait voulu que ce soit nous. C'est-à-dire. Et si vous perdez encore le tirage au sort, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, pour l'instant, on en est là. Voilà. Et nous faisons. Vous l'avez déjà fait savoir à Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, que vous alliez en déposer une nouvelle? Oui, donc là, c'est clair. Nous allons déposer une nouvelle motion référendaire et nous allons faire en sorte, qu'il y ait, cette procédure-là. Et je le redis, il est scandaleux
que ce ne soit pas notre motion référendaire qui ait été déposée en premier, comme le veut l'usage parlementaire. Mais si jamais c'est la motion du Rassemblement national qui est soumise au vote, si vous ne la votez pas, elle ne passera pas. Mais de même que si le Rassemblement national ne vote pas la vôtre, elle ne pourra pas passer. Alors, de toute façon, nous n'en sommes pas là. Nous aurons un débat. Vous savez qu'on a... on discute, nous, on a un groupe parlementaire, et donc de toute manière, je ne peux pas vous dire ensuite ce qui se passera. Ça veut dire que vous n'excluez pas de voter celle du Rassemblement national. Je ne peux rien vous dire là-dessus. Nous attendons la discussion en groupe parlementaire. Nous avons 76 députés, parce que je rappelle que nous en avons gagné un aux dernières législatives partielles. Donc on a un député de plus contre la réforme des retraites à 64 ans. Voilà. Donc voilà, nous en discuterons en groupe parlementaire. Mais pour l'heure, on n'en est pas là. Là, on en est à contester et voilà ce qui vient de se passer, qui pour nous est scandaleux. Voilà, c'est-à-dire que cette minorité présidentielle se choisit une opposition de pacotille qui est le Rassemblement national. Un dernier mot, Aurélie Trouvé, puisque vous nous avez beaucoup parlé de la rue et de ce que vous espérez des 2 jours de mobilisation à venir. Est-ce que vous dites aussi aux syndicats qu'il faut aller jusqu'à des mesures dures, c'est-à-dire des blocages, des grèves illimitées ? C'est pas à nous de dire ce que les syndicats doivent faire. Par contre, nous appuyons fortement ce que décident les syndicats de salariés. Et en plus, ils ont une unité syndicale qui est historique. Nous appuierons à fond, de toutes nos forces, les 7 et les 11 février, mais donc les mobilisations. Mais je le dis aussi, nous avons notre propre campagne, la campagne de la NUPES, qui est voilà. Et alors nous allons ce week-end, je peux vous dire que nous allons tout faire, porte à porte, point d'info retraite, votation citoyenne. On va tout déployer au maximum, pour surtout que voilà, tout le monde se dit. En fait, c'est quoi la clé ? Je finirai là-dessus. C'est vraiment de sortir de la résignation. Parce que c'est ça qu'on a compris, c'est qu'il y a 80% des Français qui sont contre, mais trop de Français qui pensent qu'on va encore subir ça. Donc là, il faut qu'on passe au fait d'y croire et de se mobiliser. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été notre invité. Et on suivra bien évidemment les débats qui débutent lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée. Merci beaucoup. On en parle encore de cette réforme des retraites tout de suite dans le club.